permet aux gens de communiquer en Europe, c'est le français, parce que c'est la langue la plus répandue et que la France est le pays le plus puissant. Et la langue, là aussi, va devenir diplomatique, comme auparavant, on s'est exprimé dans les actes officiels en latin, en grec, etc. Ce rayonnement va donc durer jusqu'au début du XXe siècle, et là, nous allons être supplantés, nous allons être concurrencés pendant un temps par l'anglais, mais aujourd'hui, de jour en jour, le français perd du terrain. Nous observons tous, en passant, que les Américains, contrairement à ce qu'on entend dire parfois, ne font rien pour faire progresser leur langue. Les Américains, oui, ne font rien pour faire progresser leur langue, ou presque rien. Ils n'en ont pas besoin, puisque ça se fait tout seul. C'est tous les jours que nous avons des modes d'emploi pour toutes sortes d'appareils. Et la langue française a pratiquement été éradiquée, et parce que ça se fait naturellement. On peut s'exprimer partout en anglais, alors qu'on ne peut plus s'exprimer en français partout. Donc la conclusion que nous devons en tirer sur ce premier chapitre, c'est que, et les linguistes sont d'ailleurs tout à fait d'accord là-dessus, c'est que ce qui fait qu'une langue avance, ce n'est pas sa grammaire, sa syntaxe, la richesse de sa littérature, c'est l'utilité. Ce critère de l'utilité est extrêmement important, et nous le voyons bien aujourd'hui avec l'anglais. Si l'on s'en sert, c'est parce qu'il est utile. En France, personne ne songe, on a sans doute peut-être tort, ne songe à dire que c'est une belle langue ou une très belle langue. En tout cas, on est obligé de la connaître puisqu'on ne peut pas l'éviter dans notre pratique quotidienne. Donc, pendant toute cette période de l'histoire, et c'est la conclusion à laquelle je voulais en venir, c'est que les pouvoirs centraux se désintéressent de la langue comme instrument de pouvoir. Ils en ont d'autres. Vous vous rappeliez tout à l'heure que Rome, l'Empire romain, ne s'est pas fait avec de belles paroles. Il y a des armées. Il y a eu aussi, nous le savons, pendant plusieurs siècles, la religion. Les guerres de religion sont nées de là. C'est que il y avait une espèce de dogme, c'est que dans chaque pays, il devait y avoir un prince et une seule religion. Oui, c'est la paix d'Augsbourg qui dit ejus regio, cuius religio, je le dis peut-être à l'inverse, puisque c'est du latin, oui, et que c'est pas ma langue vraiment maternelle. On peut y aller. Alors, voilà, oui. À l'époque, c'est un instrument d'unification des pays et des esprits qui est très fort. Alors, à noter, je voudrais souligner une petite chose là, parce que oui, bien sûr. Comme vous me regardiez là, je vous posais implicitement une question. Voilà, vous m'avez tenté, et je continue. C'est exactement à la même époque, et ça on devrait y réfléchir, que l'Occident catholico-protestant, n'est-ce pas, arrive à cette paix d'Augsbourg, et que en Orient, dans l'Orient musulman, les Turcs et les Persans inventent respectivement d'être les uns sunnites, les autres chiites. Oui. S'agissant des Persans, par exemple, on croit aujourd'hui que l'islam chiite est par nature la chose des Iraniens. Pas du tout. C'est la monarchie du XVIe siècle, la monarchie séfévide, qui imagine de distinguer la nationalité de l'empire iranien de celle de l'empire ottoman en disant tout le monde est chiite, alors qu'on a trouvé vaguement un livre chiite à Ispahan. Le chiisme est une religion irakienne. Mais c'est important parce que quand j'étais jeune, par exemple, M. Rondeau, qui enseignait l'islam à l'Institut d'études politiques, nous disait bien clairement les chiites sont les Iraniens, il n'y a pas de chiites en Irak. Mais tiens, curieusement, là maintenant, depuis les géopoliticiens, quand ils se sont mis en uniforme, ont découvert qu'il y avait sérieusement des chiites en Irak, et que la raison de la guerre Irak-Iran, c'est la récupération des lieux saints irakiens du chiisme par l'ayatollah Khomeini, et puis là ça continue, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que ces choses-là, il ne faut pas les voir à la légère. Absolument. Le jour où on a imaginé de faire cuius regio et ejus religio, on a même fait dans l'histoire des peuples, et pas seulement en Orient, parce qu'en Orient, entre nous soit dit, à part le pétrole, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent verraient ça de très loin.
à titre purement décoratif, mais en Occident même, j'ai l'impression, par exemple, que pendant la Première Guerre mondiale, une partie des catholiques français avait l'impression de faire la guerre aux Prussiens protestants, alors qu'il y avait certainement autant de catholiques, sinon plus chez les Rhénans ou les... je ne sais plus si c'est le Bade qui est protestant, le Württemberg, enfin je crois que c'est le Württemberg qui est catholique. Bref, dans certaines régions d'Allemagne, bêtises, il y a autant de catholiques en Allemagne oui. presque qu'en France, mais voilà, donc j'en ai fini avec cet incident dont vous êtes le responsable, Louis Mélènec, parce que vous êtes le maître d'œuvre, enfin en tout cas dans les 20 premières minutes de cette émission, très bien. Vous êtes complètement le patron et je vous laisse à nouveau. Je ne suis là que pour vous tendre le micro. Oui, alors nous entrons donc dans une deuxième phase qu'il est intéressant d'étudier à travers un phénomène particulier, une situation particulière que je connais bien. Et comme personne ne le sait, je suis breton, par conséquent, j'ai vécu la civilisation bretonne On vous a pardonné d'être breton. Ah, très bien, bon, alors dans ce cas, merci. Je ne sais pas ce qu'il y a à pardonner, mais enfin, c'est fait en tout cas. Oui, bon, eh bien, je vous en remercie du fond du cœur. En tout cas, nous allons voir que les choses changent. Là aussi, je vais étudier ce phénomène à travers une situation particulière, mais le phénomène est général dans le monde, en tout cas dans les pays qui atteignent un état de civilisation tel que le pouvoir devient centralisé, avec un gouvernement qui s'étend partout, qui contrôle la législation, qui contrôle l'administration, qui contrôle la perception des impôts directs, des impôts indirects, etc. Le pouvoir se centralise et devient fort. Alors, chez nous, les choses se passent donc en 1789. Vous savez ce qui arrive à la France à ce moment-là. Il est vrai que le régime, de mon point de vue, avait vieilli, mais il ne pouvait pas se réformer. C'est mon interprétation, car je pense qu'on ne forme pas impunément des rois à se croire de droit divin, et on ne peut pas leur demander tout d'un coup à ne plus appliquer cette théorie et à renoncer les conséquences qu'on a bâties autour de cette idée. Si la monarchie avait pu s'adapter, comme elle l'a fait en Angleterre à plusieurs reprises, par des moyens pacifiques, nous aurions probablement toujours un roi. Enfin, vous pensez à Charles Ier, le moyen pacifique Oui, non, il n'y a pas eu seulement des... Ah bon Oui, non. Vous pensez à la glorieuse révolution de 1788. Voilà, oui. Quoi qu'il en soit, donc, nous savons tous ce qui s'est passé en France. Et certains considèrent que c'est la naissance de l'histoire. Moi, je ne pense pas cela du tout. Je crois qu'il est bon de rappeler souvent et souvent que cette année et les années qui ont suivi ont été des années avec quand même quelque chose d'horrible et qu'il n'y a pas eu que les droits de l'homme qui, de toute façon, seraient apparus avant qui seraient apparus sans la révolution de 1789. Alors, je vais d'emblée là vous poser une question. Vous parlez donc vous pensez bien entendu à 1792 et plus encore à 1793 quand vous évoquez la Révolution française, puisque elle est fédéraliste, en tout cas le 14 juillet 1790, elle fête la fédération, elle s'illusionne sur la fédération, et il y a dans le vocabulaire politique français, on oppose souvent les Girondins aux Jacobins purs et durs, qui sont en réalité les montagnards. Donc, est-ce que les Girondins, donc qui sont là au début de la terreur, qui sont là quand on coupe la tête du roi, me semble-t-il, est-ce que les Girondins trouvent grâce à vos yeux? Est-ce que vous pensez que la République pouvait la République telle qu'elle est née en septembre 92, enfin, est-ce qu'elle pouvait, à vos yeux, devenir décentralisatrice, fédérative, ou est-ce qu'au contraire, c'est la globalité de l'esprit Vous voyez à quoi je fais allusion? Je fais allusion à ces gens du Félibrige. Oui, est-ce qu'on pouvait faire une révolution pacifique une république fédéraliste en France? Oui. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne suis pas spécialiste de cette époque. Ni de la République. Oui, mais je déplore que les choses, bien sûr, se soient faites de cette façon-là. Je crois que la monarchie était prisonnière de sa propre doctrine
et qu'elle ne pouvait pas se réformer de l'intérieur. Ce qui était pourtant l'intention de Louis XVI. Ce qui était l'intention de Louis XVI, mais il y avait tellement de force contre toute évolution. Mais non, effectivement, Louis XVI n'était pas du tout contre cela, mais il n'a pas pu le faire. Il est vrai que cette société, elle était sclérosée, ça ne pouvait pas durer comme ça. Mais le roi était prisonnier de théories multicentenaires, notamment il ne pouvait pas admettre que lui et ses prédécesseurs ne fussent pas des rois de droit divin, par exemple. Cette révolution pacifique n'était pas possible, d'où les dégâts considérables que le pays a vécu. Alors, pour nous, ça a été particulièrement dramatique, les Bretons, puisque vous le savez sans doute que la Bretagne a été annexée par la France, non pas par traité, comme on enseigne encore un peu partout dans toutes les facultés bretonnes, mais par une série de malversations. On a joué de tout, sur tous les tableaux, la peur, la corruption, l'achat des consciences. En tout cas, en 1532, les ducs de Bretagne, il n'y a plus eu de ducs de Bretagne, la France a supprimé le poste de Premier ministre chancelier, elle a absorbé la dynastie puisqu'il y a eu plusieurs mariages franco-bretons, et elle a aboli pratiquement toutes les institutions. Le gouvernement breton a été supprimé. Il nous est cependant resté deux institutions importantes, les États de Bretagne, qui était une assemblée qui se réunissait environ tous les 2 ans et qui votait les impôts, et deuxièmement, le Parlement qui administrait la justice. Les deux ayant le droit de remontrance. Et je puis vous dire, ce sera une incidente en une phrase ou deux, c'est que dans la remontrance, les Bretons, ils n'y allaient pas avec le dos de la cuillère. Quand ils avaient quelque chose à dire au roi, ils ne faisaient pas semblant. Ça a bien changé. Ceci est une autre affaire. Donc ils disposaient quand même de certaines libertés dans l'ancienne France. Alors, ils disposaient du droit théorique de voter les impôts. Je dis théorique parce que, vous savez, devant la cour de Versailles, que pouvaient-ils faire? Deuxièmement, ils avaient le droit théorique également d'examiner les lois françaises avant de les admettre dans leur propre législation. Ça a fonctionné, disons-le, très mal. Beaucoup de gens l'ignorent. La Cour utilisait des moyens tout à fait pervers, pas seulement des pots de vin, l'achat des consciences, mais le fait, par exemple, que la Cour de Versailles avait élaboré, on va mettre un terme à ce sujet parce que ça mériterait une émission entière, des procédés tels que, par exemple, l'invention par le gouvernement français d'impôts nouveaux dont on savait qu'ils étaient illégaux étant donné les engagements solennels que la France avait faits en 1532. Alors il fallait que les Bretons entretiennent des députés en cour, et là on se mettait à table. Et alors finalement la Cour finissait par dire, nous n'avons pas le droit en effet de lever ces impôts, mais si vous nous donnez 2 petits millions, à l'époque c'était quand même des sommes importantes, ou 3 ou 4, eh bien on va les rapporter. Mais c'est une liberté formidable, ça, de pouvoir négocier comme ça, enfin... Vous pensez aussi à des phénomènes comme la révolte du papier timbré Oui, ça a été terrible, parce que je crois que, oui, j'en suis sûr, c'est en 1673, d'une manière totalement illégale, le gouvernement français ne pouvait pas établir ces impôts qui étaient illégaux, et la Bretagne a pu les racheter. Bon, jusqu'à là, après tout, vous direz que c'est un demi-mal. Je crois qu'elle a versé 4 millions de livres, ce qui à l'époque était une somme colossale. Ces impôts étaient rachetés, ils auraient donc dû disparaître. Oui, mais voilà, 2 ans plus tard, en 1675, le roi de France rétablit le même impôt. Et c'est là que la Bretagne s'est enflammée. Songez aux lettres de Madame de Sévigné qui racontent qu'autour de chez elle, les arbres plient sous le poids des cadavres. Il y a une répression absolument féroce. On peut dire que c'est en 1675, mais nous éloignons du sujet, que la Bretagne a été mise à genoux, littéralement. Et la langue? Alors, la langue. Nous arrivons en 1789. Les révolutionnaires décrètent que dans ce que nous appelons l'Hexagone, il n'y a plus qu'une nation, c'est la nation française. Donc il n'est plus question de nation périphérique et notamment de nation bretonne. Or, jusqu'alors, ça n'a jamais fait problème aux Français, au Royaume de France, qu'il y ait une nation bretonne, et c'est en tant que nation que les députés ont été convoqués aux États généraux. De même que ça n'a jamais fait problème à l'Angleterre qu'il y ait une nation écossaise et une nation galloise. Eh bien, à partir de là, il n'y a plus de nation en dehors de la nation française, et bien entendu, il n'y a plus qu'une langue nationale, une seule, la meilleure, bien entendu, puisque c'est la langue universelle,
On le sait depuis 5 ans à ce moment-là. Comment ? En 89, on le sait exactement depuis 1784. Là. Mais là, nous sommes en train de renvoyer au bêtisier, puisque nous parlons du discours de Rivera.